Police de Dallas, j'écoute. Pardon. À l'autre bout du fil, une mère de famille inquiète qui assiste à une scène perturbante. Au parc, elle vient de croiser 6 enfants extrêmement sales, recouverts de piqûres d'insectes, visiblement affamés et affaiblis. Avec eux, pas de parents, juste 2 hommes en costard et leur vieux van. La police se précipite sur place. Personne ne pouvait s'en douter, mais ce simple coup de fil était l'événement qui allait faire s'écrouler le château de cartes, révélant au grand jour une conspiration qui s'était infiltrée jusque dans les plus hautes sphères de l'État américain. La secte protégée par la CIA. Zach, je crois qu'on subit une attaque. Quelqu'un veut pas qu'on raconte cette histoire. C'est sûrement la CIA. Active le système de défense expérimental. Ok, ça va barder. Défenseur de vos données, leader de la cybersécurité, je protège 38 millions d'utilisateurs avec mon réseau privé 100% sécurisé qui chiffre les données, même sur les Wi-Fi publics. Ça fonctionne. Maintenant utilise CyberGhost VPN pour repousser la CIA. Ya, je change ma localisation et je contourne les géorestrictions. Je suis inarrêtable, inattaquable. Et après l'effort, le réconfort. En un clic, je débloque tout le catalogue d'une quarantaine de services de streaming, genre Netflix ou Disney+. Jusqu'à 40% de contenu supplémentaire en français. Même les courses auto en Belgique. Les agents de la CIA, c'est déjà de l'histoire ancienne. En plus, je profite des prix avantageux. En Argentine, Disney+ est à 2,80€, Spotify 1,50€. Et vous savez quoi? En cadeau, prenez cette giga promo. Moins 83% de réduction et 4 mois gratuits. Pour seulement 2€ par mois, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils à la fois, que ce soit PC, mobile, console ou Smart TV. Aucune raison d'attendre, cliquez sur le lien en description, il y a toutes les infos. Depuis le début des années 80, les États-Unis sont parcourus par un mouvement de panique, la peur satanique. Les gens craignent l'existence de cultes secrets, des adeptes de Satan, cachés, en train de mettre en place un plan pour corrompre la population. À l'origine de cette crise, un livre, Michelle Remembers. Dedans, un psychiatre utilise des méthodes un peu douteuses pour faire remonter les souvenirs pervertis d'une patiente. Torture, rituel, sacrifice humain. On l'a forcé à vénérer Satan et il y aurait d'autres victimes sans qu'on le sache. Les gens deviennent suspicieux. Le diable se cache parmi nous et on le voit à tous les coins de rue. C'est à la même période que le métal et les parties Donjons et Dragons étaient considérés comme satanistes. Alors, quand on découvre que les enfants du parc, âgés de 2 à 7 ans, ont grandi dans une ferme isolée du reste du monde, ne reconnaissent aucun objet technologique, des toilettes aux agrafeuses, et ont du mal à communiquer, un lourd silence tapisse les murs du commissariat. On cherche à en savoir plus, mais la communication est difficile. Une seule des enfants est capable de s'exprimer. On apprend que ça fait presque 4 mois qu'ils n'ont pas vu leurs parents. Ils les ont confiés aux habitants de la ferme avant de partir. Où, pour combien de temps, personne ne sait. Les enquêteurs pensent d'abord que la ferme appartient aux 2 hommes arrêtés le matin même. Mais ils apprennent vite que ce n'est pas une ferme comme les autres. Une dizaine de personnes habiteraient là-bas, jamais les mêmes. Ils viennent quelque temps pour se reposer et s'occuper des enfants avant de repartir. Puis d'autres prennent leur place. Et tous ces inconnus leur font même découvrir de nouveaux jeux. Ça inquiète les enquêteurs. Quel genre de jeu? Il y avait, par exemple, déshabiller une personne qui vient d'arriver pour ensuite enfiler ses vêtements et fouiller l'intérieur des poches. Ou aussi, parfois, les adultes jouent à marcher nus dans la maison. Plus on les interroge, plus ils ont du mal à répondre. L'une des enfants fuyait les questions et un autre était incapable de se retenir d'aller aux toilettes malgré son âge. On les fait ausculter par un médecin, juste pour être sûr. Mais même lui n'arrive pas à être certain. Ils sont troublés, c'est sûr, mais aucune preuve de maltraitance physique. Il a juste une certitude, certains de leurs problèmes sont le genre qu'on peut voir chez des enfants qui ont été internés. On questionne alors les 2 hommes, mais ils diront qu'ils avaient juste pour mission d'amener les enfants dans une école pour surdoués au Mexique et qu'ils avaient l'accord des parents. En partant de Washington, ils ont fait un petit détour pour profiter du climat de la Floride.
Évidemment, les policiers n'en croient pas un mot et décident de fouiller le van. On y trouve des boîtes de vêtements et des légumes crus. Une dizaine de disquettes, des cartes routières, des radios, mais aussi des objets qui confirment le pire des craintes des agents. À l'arrière du van, on retrouve un matelas, avec dessus un sac rempli de préservatifs et des photos des enfants, certaines sans habits. Cette fois c'est sûr, un réseau est à l'œuvre et il faut le faire tomber. Le problème, c'est qu'on n'a aucune information. D'où venaient les enfants? Où est-ce qu'ils allaient vraiment? Qui d'autre est impliqué? Les deux hommes ne disent pas un mot, alors l'enquête piétine. Mais coup de bol, en regardant les infos à la télé, une des enfants reconnaît la ferme en Virginie dans laquelle ils ont l'habitude d'aller. Elle parle aussi d'un entrepôt à Washington dans lequel il leur arrive de vivre. La découverte de la secte. On commence par joindre la police locale pour les prévenir qu'il se passe des choses louches dans le coin. Mais contre toute attente, ils sont déjà au courant qu'une secte se réunit dans cet entrepôt. C'est un appel anonyme qui leur a tout raconté. Elle aurait vu le jour dans les années 60, pendant les mouvements hippies. L'indique a été amadoué avec de belles paroles. Autant d'argent et de sexe qu'il peut en rêver. Forcément, c'est tentant. Tout ce qu'il y a à faire, c'est participer à quelques activités pour eux. Sauf que ça va devenir trop sombre pour lui. Lavage de cerveau, rituel de sang, orgie sexuelle avec des personnes en bas âge. Il aurait même entendu parler d'un meurtre perpétré par les membres. À la première occasion, il prend la fuite. Impossible de fermer les yeux sur ce genre d'activité. On est le lendemain de l'arrestation dans le parc et les forces de l'ordre lancent un raid en Virginie et à Washington. En entrant dans l'entrepôt, ils s'attendent au pire. Et pourtant, c'est un peu décevant. Quelques matelas dans un coin pour dormir et un espace aménagé pour servir de cuisine. Ils trouvent aussi beaucoup de vêtements et de jouets pour enfants. Mais ce qui va les intriguer, c'est les 7 ordinateurs qui sont dans une pièce à part. À l'intérieur, on retrouve des mails envoyés à d'autres membres un peu partout autour du globe. Attends, des ordinateurs? Mais on est en 1987. À cette époque, c'est rare, ça valait une fortune. On n'en trouvait pas dans chaque maison comme aujourd'hui. C'était exclusivement un outil de travail pour les sociétés ou les services administratifs. En plus, on est 2 ans avant l'invention d'Internet. Oui, on pouvait déjà envoyer des mails, mais c'était pas vraiment répandu. Probablement que la plupart des policiers présents sur place à cette époque n'en avaient jamais écrit un de leur vie. Ouais, ils s'attendaient à tomber sur une scène de culte orchestrée par un groupe vivant dans une ferme et se retrouvent dans le QG d'une organisation mondiale. Chine, Royaume-Uni, Amérique du Sud, ils ont l'air d'avoir des membres partout. Pour comprendre la nature de leurs activités, ils fouillent le contenu des mails. Rien ne pouvait les préparer à ce genre d'informations. Certains parlent de découvrir des secrets bancaires, d'autres d'un transfert de matériel électronique en direction de l'Angleterre. Ils trouvent aussi des méthodes détaillées sur comment échapper aux forces de l'ordre et le lieu de planque pour faire profil bas. Parfois, les conversations tournent carrément autour de la fabrication d'explosifs et d'actes terroristes. Ils semblent s'intéresser à tout et rien à la fois. Pourquoi ils espionnent des banques et des transferts de matériel? Quel peut bien être leur but? En fouillant plus loin, ils finissent par tomber sur des instructions. D'un coup, ils comprennent toute l'horreur à laquelle ils font face. Les enfants ne sont pas là pour rien, ils cherchent à en récupérer plus. Et pour ça, ils n'ont aucune limite. Les orgies ont pour but de mettre enceintes les femmes du culte. Il y a aussi la marche à suivre pour les échanger contre des biens, les acheter, voire les kidnapper. Ils retrouvent même un ordre de mission. L'un des membres a été envoyé à Hong Kong. Là-bas, il doit se rendre à l'ambassade chinoise pour rencontrer un complice. Contre une grosse somme d'argent, il va récupérer 2 enfants afin de les ramener en Amérique. Mais pourquoi? Est-ce qu'ils les revendent? Est-ce que les enfants sont bien victimes de maltraitance, contrairement à ce que pensaient les médecins? En continuant les recherches, ils vont obtenir la réponse. Il restait une pièce à inspecter. Dedans, un véritable studio vidéo qui semble servir pour tourner des films promotionnels pour le culte, mais aussi des photos. Beaucoup de photos, certaines montrant des membres dans leur vie quotidienne ou se déplaçant nus dans la maison. C'est elles qui vont apporter la réponse à l'intérêt de la secte pour les enfants. On peut voir sur plusieurs d'entre elles des adultes drapés de blanc en cercle autour du corps d'une chèvre. Au centre, une silhouette tient un couteau ensanglanté. Un enfant. Sur certaines, on voit carrément les membres présenter la tête de l'animal à des jeunes ou explorer ses entrailles. Pour protéger les gosses, on les confie à des foyers, le temps de retrouver leur famille.
Mais trop tard, le mal était déjà fait. La panique au sujet de cette secte qui cherche à corrompre le monde se répand dans les médias. L'opinion publique est en colère et réclame justice. Indignation, menaces de mort, alerte à la bombe, la police reçoit des centaines d'appels. Mais ce n'est pas les membres derrière les barreaux qui sont visés, non. Ce que veut le peuple, c'est la mort des enfants. Pour eux, ils sont la preuve que le diable existe. Et il faut s'en débarrasser. Il a fallu changer de foyer plusieurs fois pour être sûr qu'ils soient en sécurité. Sauf que, quelques jours plus tard, la panique s'éteint d'un coup. Mais le kidnapping, les enfants maltraités, les preuves accablantes... Tout ça, c'est juste un grand malentendu. C'est ce qu'est venu annoncer le porte-parole de la secte aux policiers en clamant leur innocence, d'abord anonymement et ensuite à visage découvert. Il va répondre à toutes les questions que se posent les gens. Ils ne font pas partie d'une secte, mais d'un courant de pensée. Leur but est d'apprendre, faire de la vie un jeu, une expérience géante, pour apprendre de nouvelles choses sur soi et le monde. Pourquoi les enfants étaient aussi sales? Parce qu'ils jouaient dans le parc depuis longtemps, ils étaient propres à leur arrivée. Et qu'est-ce qu'ils faisaient en Floride? Ils devaient rejoindre un point de leur communauté dans le Kentucky. Mais il y a eu un souci, donc ils sont venus dans le sud pour offrir des vacances aux enfants. Les photos de chèvres? Elles ont été abattues dans leur ferme et ont été emmenées dans l'entrepôt pour apprendre aux enfants comment dépecer un animal. D'ailleurs, aucun rituel satanique, la viande a été partagée entre les membres du groupe. Et les photos nues des enfants? Les gens prennent des photos de leurs enfants en train de faire plein de choses. Prendre un bain, courir nu à travers la maison, c'est rigolo et c'est le genre de photo qu'on garde dans son portefeuille. Il n'y a jamais eu la moindre pensée obscène derrière tout ça. Quelle que soit la question, il a la réponse. Et les parents des enfants sont membres du groupe, donc ils peuvent confirmer eux-mêmes. Ça devient très difficile pour la police de suivre la secte pour le moment. Alors on contacte le FBI, ça va être à eux de faire la lumière sur tout ça. Quand les services secrets mettent leur nez dans l'affaire, des agents se rendent à la prison du comté pour rencontrer les deux propriétaires du van. À l'entrée, ils croisent un visiteur étonnant. Il a appris l'arrestation et, inquiet, il a décidé de ramener son frère à la raison. Ça fait 4 ans qu'il a quitté la maison familiale pour rejoindre ce mouvement étrange. Ses parents lui ont bien écrit des lettres pour prendre des nouvelles, mais à chaque fois les réponses étaient troublantes. La première était signée d'une personne inconnue et expliquait que leur fille se rendait actuellement en Chine en passant par Hawaï. La deuxième, bien plus malaisante, aurait été écrite par les 3 femmes d'un médecin chinois qui l'avait hébergée durant son voyage. Elles décrivent ses prouesses sexuelles et ses qualités d'amant. Le plus étonnant, c'est qu'elle est adressée directement à la mère du suspect, comme si le but était de les convaincre qu'il a bien fait de partir loin de ses proches. Et ce genre de lettres, toutes les familles des membres de la secte en ont reçu. Des parents ou des grands-parents inquiets cherchant à prendre des nouvelles. Systématiquement, ils recevaient des lettres détaillées sur les actes sexuels auxquels prenaient part leurs enfants. Les inspecteurs ne sont pas dupes. Le but, c'est de couper les ponts, créer un rejet pour que la communauté devienne leur véritable famille. C'est le schéma de fonctionnement habituel des sectes, mais c'est pas suffisant pour prouver quoi que ce soit. Ils reprennent les transcriptions d'interrogation, étudient les mails, les photos et tous les éléments de l'enquête, mais rien. Malgré les apparences, aucune action criminelle n'a été avérée. Aucun symbole satanique, aucune preuve d'acte terroristes. Pris par l'hystérie collective, les médias et l'opinion publique ont simplement donné aux photos le sens qu'ils voulaient y voir. C'est presque improbable à quel point ils sont couverts. Par exemple, l'agent qui a mené le premier raid et qui refuse de voir l'enquête s'arrêter. Un jour, il rend visite à un collègue. Mais à la place, c'est un inconnu qui se présente. Il est là pour parler de manière officieuse et il est très clair dans son message. L'enquête est devenue une question d'affaires internes pour la CIA. À partir de maintenant, vous restez en dehors de ça. Puis, les 2 hommes sont libérés et la secte disparaît des médias du jour au lendemain. Eux, qui ont fait trembler les États-Unis pendant plus d'1 mois, se retrouvent libres de reprendre leurs activités loin des regards. Mais pas sans une dernière mise en garde du porte-parole. C'est un adieu. Nous partons. Vous n'entendrez plus parler de nous tant qu'Hong Kong ne sera pas dirigé par les Chinois et que le canal de Panama ne sera pas géré par les Panaméens. En d'autres termes, pas avant l'an 2000. Ils avaient tort. 6 ans plus tard, ils refont surface. Une employée d'une entreprise d'informatique s'est révélée être un membre de la secte. Rien de bien grave, sauf que la boîte travaille directement pour la CIA.
Ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Est-ce que c'est la CIA qui est à l'origine de la secte? Est-ce qu'ils s'en servent pour recruter des agents à travers le monde? Les séances de lavage de cerveau et la récupération d'enfants, c'est pour former de nouveaux agents? On charge encore le FBI de tirer ça au clair. Et là, en fouillant, ils se rendent compte que c'est pas un cas isolé. La secte a infiltré différentes grosses entreprises. On trouve aussi leurs traces dans plusieurs services administratifs. Partout où on regarde, ils semblent être passés par là. Certains membres ont même voyagé en Russie ou en Corée du Nord. À l'époque des faits, le mur de Berlin était encore debout. C'était strictement interdit de s'y rendre. Pourtant, les voyages ont été validés sans aucune sanction. Mais alors, qui les a protégés et comment peuvent-ils être aussi bien organisés? L'homme derrière tout ça. The Game Caller. C'est comme ça que tous les membres interrogés parlent de celui qui donne les ordres. Son surnom, il le doit à la façon qu'il a de confier ses missions, comme si c'était des jeux. Il pouvait prendre n'importe quelle forme, partir dans un pays étranger pour devenir bûcheron, rejoindre le pays d'un politicien pour l'aider dans sa campagne. Il ordonnait, ils obéissaient. D'ailleurs, ça a toujours été le cas. À 15 ans, il s'enrôle alors que c'est normalement interdit avant 16 ans. Pour y arriver, il lui faut l'accord de ses parents, mais comme il refuse, il trouve un article de journal parlant d'un garçon ayant assassiné ses parents et le pose sur la table. C'est comme ça que, sans avoir dit le moindre mot, Marion Petty peut enfin rejoindre l'armée comme il le voulait. Il y restera 12 ans avant d'être muté dans l'Air Force. À 35 ans, il prend sa retraite, récupère sa pension et ne travaillera plus jamais. Il était contre le système et son fonctionnement institutionnel. Dans les années 70, il loue 2 appartements et accueille tous ceux qui peuvent lui apprendre quelque chose, que ce soit sur le monde, le pouvoir, le sexe ou bien l'argent. Est-ce que c'est sa soif de connaissance qui l'a poussé à se rapprocher autant de la CIA et des services secrets? Il y a de fortes chances. Lorsqu'il est venu témoigner, il a déclaré: je dirige un jeu de renseignement privé et j'envoie des gens sous couverture pour découvrir diverses choses. J'ai enquêté sur la CIA avant que ce soit la CIA, quand c'était l'OSS. Depuis quand il les a infiltrés? Est-ce qu'il a envoyé ses membres les espionner? On ne sait pas vraiment. Sa femme, par contre, pendant 21 ans, elle était au service d'un gradé de l'organisation. Un de leurs 2 fils a également pris part à plusieurs missions au Vietnam, juste pour eux. C'est grâce à eux qu'il a obtenu ces informations. Est-ce que c'est pour ça que les passeports dans les pays interdits ont été validés? Impossible de le savoir. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a pris goût à la collecte d'informations. Il envoyait ses adeptes travailler un peu partout pour récupérer de l'argent ou des infos qu'ils mettaient en commun. Ça faisait aussi partie de sa manière de soigner les gens. Ceux qui le suivent ont été détruits par le monde moderne et la société beaucoup trop oppressante. Hommes d'affaires, vagabonds, artisans, grâce à tout ce qu'il apprend, il peut les remettre d'aplomb. Et hors de question que les enfants subissent le même sort. C'est pour ça qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Il veut qu'ils soient guidés par leur curiosité naturelle plutôt que par les normes imposées par la société. Il crée donc des jeux pour eux, comme celui du paradis. Près de leur ferme en Virginie, il achète un champ et fait recouvrir les clôtures avec des branches, de l'herbe et des arbustes. Le but, c'est que ça ait l'air naturel. Les enfants sont ensuite mis dans le champ et sont laissés là jusqu'à plusieurs jours. Les adultes apportent de la nourriture quand ils ne regardent pas et les rejoignent seulement le soir pour dormir. Le reste du temps, ils les surveillent de loin pour les observer vivre dans leur propre monde imaginaire. Pour certains, c'est carrément de la maltraitance, mais pour eux, c'était simplement leur mode de vie. Plus proche de la nature et à l'écoute de ce qu'ils voulaient vraiment. C'est pour ça qu'ils leur apprenaient à préparer eux-mêmes leurs aliments en dépeçant des animaux. Au final, l'enquête du FBI a conclu qu'à part le travail de ses proches pour la CIA, il n'y avait aucun lien. Juste un burger de vide qui faisait de la pub occulte et qui en jouait pour faire parler d'eux. Pas de sacrifice, pas de trafic d'êtres humains, les médias se sont emparés de l'affaire et la spéculation en fait le reste du travail. Après leur coup médiatique, le culte a commencé à décliner. Certains membres sont partis et ont traîné la communauté en justice pour récupérer l'argent qu'ils avaient apporté. Pour ceux qui sont restés, ils se sont réunis dans la ferme située près de la ville d'origine de Petty. Et ça fait pas le bonheur des habitants locaux. Même s'ils semblent avoir arrêté la plupart de leurs activités à l'étranger, ils continuent d'observer et de récolter des informations. Les membres les suivent dans la rue, observent les réunions municipales en prenant des notes, sans jamais dire le moindre mot. Avec les fonds qu'ils ont recueillis, ils ont même pu acheter certains bâtiments,
comme le centre médical ou le vieux cinéma qui allait être détruit. Mais pourquoi faire? C'est ce que tout le monde se demande. Toutes leurs actions semblent désintéressées et pourtant, ça met les gens du coin vraiment mal à l'aise. Au moment du décès de Petty en 2003, impossible de savoir quel genre d'informations il avait collecté et surtout la quantité qu'il a réussi à rassembler. Après ça, une partie des bâtiments a été revendue et les membres ont commencé à s'éparpiller. Certains sont sortis du silence, comme une des enfants retrouvés dans le parc 20 ans plus tôt. Certaines fois, ce n'était probablement pas un environnement sûr pour des enfants, mais c'était définitivement un environnement très libre pour explorer, apprendre et se sentir en confiance. Le genre de compétences qui viennent quand aucun adulte ne te dit que tu ne peux pas faire quelque chose ou que tu es trop jeune pour le faire. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une dizaine à continuer de vivre suivant ces préceptes. Ils ont dû revendre une partie des bâtiments comme le vieux cinéma et on n'entend plus trop parler d'eux. Pourtant, les gens continuent de les craindre. Est-ce qu'ils sont vraiment affaiblis ou bien est-ce qu'ils continuent d'évoluer dans l'ombre, infiltrant la société à l'abri des regards pour manipuler les décisions des plus grands? Chaque fois que des affaires étranges apparaissent, c'est leur nom qui ressort en premier sur toutes les lèvres. Ça a été le cas en 2019, quand le FBI a rendu public la totalité des documents de l'enquête. 870 pages de rapports et de procès-verbaux qui retracent toute leur histoire. La publication a eu lieu quelques mois avant le décès de Jeffrey Epstein. Il n'en fallait pas plus pour que les gens fassent un rapprochement. Est-ce qu'ils ont tort ou raison? Impossible de le savoir. La plupart des documents ont été censurés, parfois au point où ils deviennent complètement inexploitables. La seule chose sûre, c'est qu'on n'est pas prêt d'oublier le nom de The Finders. Un grand merci à CyberGhost VPN pour leur soutien. Protégez-vous et faites des économies en contournant les géorestrictions pour seulement 2 € par mois, le lien est en description.